OVNI, phénomènes paranormaux, sociétés secrètes, complot d'État, Big Brother, mystère des pyramides. Tous les soirs, témoignages et révélations. Entre 21h et minuit, Bob vous dit toute la vérité, maintenant sur le web. Merci d'écouter. Qu'est-ce qu'il y a avec nous? Bob vous dit la vérité. Alors, BTLV tous les soirs, l'occasion vous est donnée d'avoir un autre regard sur la vie, la mort, la société, l'univers. Et alors, pour ceux qui écoutent en podcast et qui n'écoutent que cette émission, sachez qu'il y en a d'autres, hein, bien sûr. Il y a Les Connus face à l'inconnu avec Yves Cara, tous les mercredis, 12h, 13h. Il y a Mathieu, toute votre vérité, 19h, 20h, 21h, pardon, libre antenne. Pour y participer, c'est simple, hein. Mathieu avec un seul T, @bob-toutelavérité.fr. Il n'y a rien de plus simple. Vous pouvez être en contact avec une spécialiste des vies antérieures, avec des médiums, avec un astrologue karmique, comme on a vu cet après-midi avec Patrick Amsalem, ou encore avec un numérologue, François Dessy. Donc n'hésitez surtout pas. Et puis il y a également Et si on méditait? Et si on méditait? Tous les jours sur BTLV. Bande d'or. Tu veux un âme? Et si on méditait? Et si on méditait, voilà, 1 heure. C'est une émission qu'on a mis en place au début de la saison, là, tous les jours, de 13h à 14h. 1 heure de musique zen pour vous permettre de vous ressourcer, de vous retrouver et de méditer si vous y arrivez. Mais dans tous les cas, encore une fois, si c'est pas entre 13h et 14h, vous avez les podcasts pour cela. Ne faites pas comme les autres. Arrêtez de vous voiler la face. Ne restez plus dans l'ignorance. Abonnez-vous à Bob vous dit toute la vérité. C'est quoi le bonheur? Voilà donc une question que on peut se poser. C'est quoi le bonheur pour vous? Mathieu, tu as répondu à cette question. C'est quoi le bonheur pour toi? Oh là là, le bonheur pour moi, une situation de bonheur, je sais pas, être avec mes proches et rigoler, rire. Ça, c'est le bonheur. Ouais, ça c'est le bonheur. Ok, on va poser la question à Julien Perron. Bonsoir Julien. Bonsoir Bob. Merci d'être avec nous. Vous êtes créateur de Néo Bien-être, le premier réseau et agence de communication entièrement dédié aux thérapeutes, professionnels du bien-être, aux médecines douces et au développement personnel depuis 2003. Créateur de Néo Horizon, un réseau regroupant des agences de voyage et hébergement orientés sur les thématiques du bien-être et d'éco-responsabilité sur plus de 70 destinations, c'est vachement bien. Membre du Parlement d'entrepreneurs d'avenir, membre des voyageurs et voyagistes éco-responsables, partenaire de la fondation Good Planet et de l'association française d'écotourisme. On s'ennuie pas avec vous, hein, j'imagine, quand on est à vos côtés. Hein. Et alors, c'est quoi le bonheur pour vous? C'est une grande question. Bah déjà, je vais vous la poser. C'est quoi? Pour moi, c'est la simplicité. C'est vivre le moment présent, être en contact avec des gens, être dans la nature, l'amour, manger, dormir, rien de plus. D'accord. Et alors, pourquoi poser cette question? Parce que c'est l'objet d'un film documentaire de 52 minutes. Hein. La date de sortie sera en 2016. Vous dites que c'est un peu réalisé à l'image de Terre vue du ciel de Yann Arthus Bertrand. Vous allez regrouper des témoignages, des participants, des philosophes, des écrivains, des scientifiques sur cette thématique du bonheur. Alors, j'imagine que vous avez commencé à poser quelques questions ici ou là. Est-ce que la notion de bonheur change pour les uns et les autres? Oui, le sous-titre de notre film, c'est 7 milliards d'individus, 7 milliards de définitions. Ouais. Là, on a déjà fait un peu plus de 300 interviews qu'on a mis en ligne sur le site. Ouais. Et c'est vrai que systématiquement, les interviews sont totalement différentes. Il y a un dénominateur commun, évidemment, c'est le bonheur. Mais on a vraiment une façon de l'exprimer ou une façon même de le vivre qui est totalement différente pour chacun et chacune. Oui, parce que c'est vrai que le bonheur, pour ceux qui ont des parents, ça peut être la bonne santé de leurs enfants. Pour ceux qui sont célibataires, c'est déjà leur bonne santé ou la richesse. C'est fou, vous êtes tombé sur des trucs complètement absolument dingues, j'imagine. Eh bien, non, pas plus que ça. Ah ouais? Il n'y a pas eu vraiment de définition qui sortait quelque part un peu du lot, en tout cas qui aurait pu nous faire sourire plus qu'une autre. Une fois, c'est une dame qui nous a dit alors pour moi le bonheur ce serait m'épiler les sourcils, par exemple. En même temps c'est un bonheur accessible, hein, facile. Hein, mais elle était toute rayonnante, elle était toute mignonne. Mais oui, non, il n'y a pas eu vraiment de bonheur qui pourrait vraiment sortir du lot. Ouais. Bon, vous me posez la question pourquoi cette question? Parce que pour moi c'est fondamental de se poser cette question. Je crois que j'ai eu la chance de me poser cette question étant très jeune et j'ai vraiment l'impression que ça donne comme si vous aviez un GPS dans votre vie. Ouais. Et en tout cas ça vous guide, ça vous donne vraiment une orientation. Et si on pouvait se poser cette question dès la maternelle, pourquoi pas, je pense qu'on avancerait de manière très différente dans la vie de tous les jours.
Alors, vous avez, depuis le mois de décembre 2013, parcouru déjà plus de 34 000 km entre la France, le Canada, la Suisse, la Belgique, l'Angleterre. Donc, vous êtes un globe-trotteur du bonheur. Est-ce que tout le monde a une quête du bonheur? Et vous avez remarqué que vous avez senti que tout le monde aspire au bonheur? Parce qu'on voit ici ou là des gens qui aiment être tristes. Non, c'est vrai. Non, tout le monde aspire. Oui, peut-être. Mais globalement, ce que je constate, c'est que tout le monde cherche cette quête du bonheur. C'est d'ailleurs une espèce de graal pour peut-être au moins 90% de la société. Oui, il y a des gens qui se reconnaissent dans la tristesse ou dans le malheur, c'est une certitude. Mais c'est pas une généralité. Ça reste pour moi peut-être 10% de la société. Non, on est vraiment tous à la recherche du bonheur. Là où parfois ça nous interpelle, c'est que on peut considérer qu'une personne sur 4 nous donne une définition du bonheur. C'est-à-dire que 3 personnes nous disent « Ah ben non, j'en ai aucune idée, je suis désolé, je peux pas vous répondre, je vois pas du tout ce que c'est le bonheur pour moi. » Bah oui, parce qu'elle est un peu abstraite cette question, parce qu'effectivement, en plus, la réponse peut évoluer en fonction de nos vies en plus Aussi, ouais. Voilà, c'est ça, c'est que ce qui était valable hier ne l'est peut-être pas forcément aujourd'hui. C'est ça qui est incroyable. Oui, complètement. Mais d'où la nécessité, à mon sens, de se poser cette question très tôt. Qu'est-ce qui va faire que vous allez être épanoui dans la vie de tous les jours? Qu'est-ce qui va faire que vous allez être vraiment heureux? Qu'est-ce que vous recherchez pour faire en sorte que vous soyez heureux dans la vie de tous les jours, dans votre quotidien, au travail, avec vos proches, avec votre femme, avec la famille? Qu'est-ce qui fait que vous êtes vraiment épanoui? Et pour moi, vraiment se poser cette question, c'est déjà régler peut-être un point, c'est le travail, parce qu'on peut considérer qu'on est plus souvent au travail qu'avec nos amis ou notre famille. On est quasiment 8 heures par jour au travail. Si déjà on règle pas ça, c'est-à-dire si on va pas travailler tous les jours la queue entre les jambes, mais qu'on va vraiment faire un job dans lequel on s'épanouit pleinement et on n'est pas à la recherche forcément d'un salaire excessif ou bien matériel, mais plus de s'éclater dans ce qu'on fait. Je pense que déjà là on gagne déjà à répondre au moins à une partie de la question c'est quoi le bonheur pour moi. Est-ce que vous avez remarqué au gré de vos interviews que pour avoir et pour atteindre le bonheur, il faut vraiment le vouloir, ou est-ce qu'il peut s'imposer à nous tranquillement? Je crois que c'est plus une question de prise de conscience qu'autre chose. Alors là, on a fait 34 000 km pour notre film, et moi je voyage depuis quasiment l'âge de 12 ans. Mes parents m'ont envoyé dans le Wisconsin pendant 1 mois et demi dans une famille, et quand je suis revenu, ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, et donc du coup, dès que je pouvais mettre un petit peu d'argent de côté, je voyageais. Je commençais par la France, l'Europe, puis après d'autres destinations. Donc ça fait vraiment un petit bout de temps que je voyage. J'ai pas fait le tour du monde, loin de là, mais on peut considérer que j'ai vu quand même pas mal de continents et de pays. Et ce que je vois, c'est qu'en France, on a quand même peut-être 15-20 ans de retard sur beaucoup de choses, et notamment sur une certaine forme de prise de conscience de la vie dans laquelle on évolue. Je trouve dès la maternelle, globalement, on nous met sur des rails. Voilà, le système d'éducation nationale, on nous dit, écoute, petit gars, la vie, elle va être comme ça, puis elle va pas être autrement. Après, il y a l'éducation de nos parents. Ils y sont pour rien, parce que eux-mêmes ont eu leur propre conditionnement et leur propre éducation, donc ils font que transférer avec bienveillance ce qu'ils ont appris. Malgré tout, je trouve qu'il y a vraiment une grosse marge entre la réalité qu'on essaye de nous imposer et peut-être d'autres formes de réalité. En tout cas, on peut se poser la question, on peut se demander est-ce qu'il n'y a pas d'autres réalités, quoi. Et moi, ce que je vois, c'est que en ayant fait ce choix de sortir des sentiers battus très tôt, parce que j'ai créé ma société à 24 ans, et déjà à l'époque, mon entourage, ma famille, mes amis me disaient « Ah là là, t'es sûr, Julien, t'as vu le chômage, ça va être compliqué, tu te lances dans quelque chose qui est tout nouveau, voilà, mon Dieu, est-ce que t'es vraiment sûr, quoi ?» Bon, je les aurais écoutés, je serais rentré dans le moule comme tout le monde, et puis j'aurais pas créé ma boîte. Et je vois que c'est le cas pour beaucoup de choses. Il y a un conditionnement qui est tellement fort en France, mais c'est peut-être valable aussi dans d'autres pays, mais sous une autre forme, que du coup, il est très difficile de prendre du recul et d'essayer de voir justement qu'on est conditionné à consommer, à regarder la télé, à regarder TF1, à écouter la radio, à écouter des choses quand même négatives, à voir la vie en tout cas d'une certaine façon. Mais oui, parce que attendez, je vous coupe 2 secondes. C'est vrai que vous parlez de la télévision. Vous savez qu'on a fait des journaux de bonnes nouvelles, les gens n'en veulent pas. Est-ce qu'on n'aime pas plus le malheur que le bonheur finalement?
Ah non, ça, moi, je suis pas convaincu. Au contraire, il y a, comment il s'appelle, Frédéric Lopez, qui a essayé à un moment donné de faire une émission. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Quelque part, si, ça a marché. Bon, après, on n'a pas toutes les infos, mais effectivement, ça, ils ont fait peut-être trois émissions. On va pas rentrer dans les détails, parce que j'imagine que c'est pas le moment de rentrer là-dedans, mais je pense que ça aurait pu continuer. Au contraire, moi, je pense que justement, la population était plutôt friande. Et nous, on le voit dans le cadre de notre activité. On commence à toucher un petit peu plus de 90 000 personnes tous les jours. Je peux vous dire qu'ils sont en demande de ces informations. On le voit aussi à travers les événements qu'on organise quasiment maintenant partout en France, au Canada, en Suisse et dans d'autres pays. On voit qu'il y a une vraie demande, une vraie curiosité d'essayer de se dire, ah bah tiens, ouais, c'est vrai que pourquoi pas, effectivement, tiens, les médecines alternatives, c'est intéressant. Tiens, ton point de vue sur la méditation, ok, c'est pas quelque chose qui me parle, mais finalement, en t'écoutant, je me dis, ouais, pourquoi pas. Et je me dis que c'est comme ça, à l'image de Nicolas Hulot ou Nicolas Bertrand, qui ont fait quand même évoluer les consciences en termes d'environnement. Je pense qu'il y a vraiment, on a tout intérêt, comme vous le faites à travers votre émission, on a vraiment tout intérêt à aller dans ce sens-là. Est-ce que vous diriez que les gens peuvent passer à côté de leur bonheur, parce que c'est vrai que je disais tout à l'heure, il faut vouloir être heureux, il faut aussi le regarder, son bonheur, il faut aussi être capable de se dire que finalement ces petites choses, vous savez, je sais plus quel film j'avais vu ou une série, et j'avais trouvé ça génial, c'est-à-dire qu'en fait le mec rentrait chez lui avec une journée classique, il était avocat, je crois, et il rentrait, sa copine lui dit « Est-ce que tu as passé une bonne journée ?»« Oh, ouais, sans plus. » Et en fait, il refait sa journée, enfin, il la revit dans sa tête, et il s'aperçoit que finalement, il y a beaucoup plus de choses positives que négatives, et finalement, c'était une bonne journée. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que il y a aussi, on a du mal à se poser et à profiter de notre bonheur. Oui, c'est surtout ça. Vous mettez le doigt sur quelque chose, c'est qu'on a beaucoup de mal à se poser. Ouais. On est pris dans le rythme quotidien de nos vies respectives, encore plus, je trouve, dans les grandes villes, comme Paris, par exemple. Ouais. Et c'est vrai que c'est difficile justement de se poser, même ne serait-ce que 10 minutes. En tout cas, ce que je pense, c'est qu'on nous fait croire que c'est difficile de se poser, parce que finalement, quand on l'observe, on a vraiment le temps. 10 minutes dans une journée, c'est que dalle. Vous pouvez très bien vous poser pendant 10 minutes, vous mettre à l'abri, du bruit, vous mettre dans un endroit qui vous plaît, par exemple en pleine nature, face à un lac. Tout ça, c'est vraiment possible. Moi, j'ai habité sur Paris pendant 34 ans. Maintenant, je suis sur Montpellier, donc c'est vraiment très différent. Mais je peux vous dire, sur Paris, c'est clair que c'est difficile d'aller dans ce sens-là. Il faut vraiment se battre à contre-courant. Mais par contre, moi, je l'ai fait. Donc je me dis, si je l'ai fait, c'est-à-dire que tout le monde peut le faire. En le faisant, j'ai inspiré d'autres personnes de mon entourage qui maintenant le font aussi de leur côté. Et ne serait-ce que de faire ça, je parle de 10 minutes parce que 10 minutes, c'est quand même rien dans une journée. Moi, pendant ces 10 minutes, entre autres, je faisais de la méditation. Alors la méditation, qu'on soit d'accord, ça n'a rien de sectaire ou de religieux. C'est juste vous posez, vous vous relaxez, vous respirez, vous fermez les yeux. Donc c'est pas plus compliqué que ça, quoi. Je peux vous assurer que 10 minutes comme ça par jour, ça change énormément de choses dans votre quotidien. Donc, je pense qu'il faut plus sensibiliser la population en leur disant ça, c'est possible, plutôt que justement partir du sens inverse en leur disant finalement, est-ce que vraiment on recherche le bonheur ou est-ce que c'est vraiment accessible, quoi, ou est-ce qu'on le voit, quoi. Pour le voir, je crois qu'il faut vraiment prendre le temps de se poser. Ouais. Mais est-ce que finalement, là, on est conditionné pour pas aspirer au bonheur? Regardez, j'en veux pour preuve les gosses, quand ils rentrent à l'école, on leur met la pression, et au lieu de dire « Ah, t'as réussi, c'est vachement bien, attention, faut pas que tu loupes, quoi. » Donc, c'est toujours un peu comme ça, quand même. Attention, tu vas avoir... Mais j'en suis le premier responsable. Mon fils va passer le bac. Je veux dire, je suis très négatif quant à son approche des études. Au lieu de dire que je te fais confiance. Je lui ai dit ça l'année dernière, il s'est planté. Mais donc, mais voilà, mais parce qu'on est conditionné quand même pour ça, avec la peur, là, avec l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ah oui, oui, c'est ce que je vous disais, on est conditionné. Le conditionnement en France, il est très fort et ça commence par l'éducation nationale. Et donc, on le voit très rapidement. On nous met la pression. Maintenant, j'ai l'impression dès la maternelle, en écoutant mon entourage. On vous met des notes maintenant. Vous avez à peine 4 ans, vous faites un dessin, vous avez déjà une note. Bah oui, c'est ça. Il y a une notion de concurrence qui rentre déjà en jeu. Alors, vous venez à peine d'arriver dans la vie.
Vous commencez un peu plus tard, vous avez des maths, on vous parle déjà de problèmes. Vous avez des problèmes à résoudre. Oui, c'est ça. C'est vrai que tout est fait et tout est orchestré pour faire en sorte que déjà l'être humain réfléchisse pas trop, en gros qui rentre dans le moule comme un gentil mouton. Et puis après, si vous rajoutez derrière les médias avec tout le pouvoir anxiogène que ça peut avoir, et puis les politiques, la pharmacopée, l'alimentation, je crois qu'on a fait le tour. Et c'est là où ça devient compliqué, effectivement, de se déconditionner. Donc, à mon sens, parce qu'on parle de l'école, s'il y avait un acte à faire, ça serait de commencer directement dès la maternelle à essayer d'éduquer les enfants de manière différente. Alors les écoles Steiner et Montessori le font déjà, si vous connaissez. Oui, bien sûr, que j'ai failli mettre mon fils à Montessori. Voilà. Moi j'ai appris qu'il y avait déjà plus de 700 écoles alternatives en France. Bien sûr, et il y en a plein dans le monde, Montessori, il y en a partout en plus. Donc, il y en a partout, ouais. Et ils ont quand même une approche qui a beaucoup plus de bon sens que ce que l'éducation nationale peut apporter. Alors je dis pas que ça peut être très complémentaire, évidemment, mais en tout cas la façon dont on élève nos enfants dans l'éducation nationale est quand même parfois très inquiétante. Est-ce que au fil de vos interviews, vous avez eu beaucoup de réponses qui peut-être nous feraient penser que le bonheur est synonyme d'amour? Oui, je crois que c'est lié. Oui, je pense que d'ailleurs on le voit, il faudrait être présent quand on les interviewe, mais c'est que vous savez, se livrer comme ça parce que nous on débarque, on est dans la rue, on est en train de se balader, et puis voilà, on va voir une personne, on va lui demander si elle veut pas nous donner sa définition du bonheur. C'est quand même quelque chose de très spontané. Et ce qui est très marrant à observer, c'est que à l'instant où elle nous donne sa définition du bonheur, ses yeux changent complètement. C'est-à-dire qu'on voit, on voit de l'amour, on voit de l'amour, on voit ses yeux pétille briller. un peu, c'est ça. C'est très émouvant. Systématiquement, il y a une lueur qui change dans le regard de la personne qui va vous donner cette définition de manière très spontanée. Ça peut durer 10 secondes comme 1 minute, mais il y a un truc qui se passe. Et on a reçu d'ailleurs pas mal d'emails depuis qu'on a commencé de personnes qui nous remercient de leur avoir posé cette question, parce que jusqu'à présent, ils s'étaient jamais posé cette question, et donc du coup, ça les a éclairés sur autre chose. Alors, est-ce que vous avez vu, puisque vous avez parcouru un peu la planète, et puis vous d'ailleurs, vous partez bientôt, 17 novembre au 24 décembre, dans l'océan Indien, Vénard, et aux États-Unis du 17 février au 10 mars, entre New York et la Californie. Là aussi, il y a pire comme voyage, donc finalement, vous avez trouvé le bon filon, Julien. Moi je dis toujours, il faut réaliser ses rêves. Exact, vous avez bien raison, regardez. Moi, j'en avais tellement marre des médias classiques que j'ai monté le mien, vous voyez, comme quoi. Voilà, chacun s'épanouit comme il peut. Mais j'aimerais bien être à votre place parce que j'ai tellement voyagé dans ma vie, j'adore tellement ça. Pour moi, la définition du bonheur, c'est ça, c'est le voyage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vous rejoins complètement. Pour moi, c'est le meilleur outil en termes de développement personnel. C'est ce qui est le mieux. C'est un truc de dingue. À chaque fois, je suis émerveillé de rencontrer des gens avec des cultures différentes. Alors justement, ces cultures, est-ce qu'elles vous ont permis d'avoir des approches différentes du bonheur et des définitions différentes du bonheur en fonction des pays? Ce que je constate surtout, c'est qu'on en revient toujours à la culture du pays dans laquelle on se trouve, c'est qu'il y a quand même des flagrances qui sont évidentes, notamment au Canada, où a commencé d'ailleurs le docu. Ce qu'on voit, c'est qu'ils sont quand même beaucoup plus épanouis qu'en France. Donc après, quand on commence à essayer de comprendre, on voit que c'est justement lié en bonne partie à l'éducation nationale sur place, où là, quand même, tout est tourné autour du développement personnel de l'enfant. Donc évidemment, ils grandissent de manière très différente qu'en France. Et puis ensuite, il y a une approche spirituelle de la vie aussi, qui est déjà en place depuis quelques siècles. Et on le sent vraiment quand on est sur place. Quand vous discutez avec un Canadien, vous avez l'impression de le connaître depuis 10 ans. C'est ça. Et c'est assez incroyable. Vous montez dans un bus, vous faites juste un sourire, vous êtes parti pour discuter pendant 2 heures. Moi, j'étais à Montréal au mois de mai, j'étais étonné par la facilité de dialogue avec la population. C'est juste un truc de dingue, quoi. Clairement, et puis ils sont souriants, ils sont vraiment très accessibles, que ce soit les commerçants ou ne serait-ce que la population. On s'y sent bien. C'est un peu le monde des bisounours, moi je trouve, humainement parlant, surtout sur Montréal. Et donc du coup, il y a un paquet de Français qui s'y installent pour ces raisons.
parce qu'il y a très peu de criminalité, les gens sont bien dans leur peau, souriants, accessibles, enfin c'est très sympa. Et globalement, quand on voyage, bon là je parle du Canada, mais il suffit d'aller pas très loin, hein, vous allez en Suisse, vous allez en Belgique, vous voyez déjà aussi la différence avec la France. Hein. Ouais. La population est déjà aussi plus ouverte, plus souriante, en tout cas donne l'apparence d'être quand même mieux dans leur peau. Et donc, systématiquement, quand je reviens en France, je le vois tout de suite. Je vois vraiment qu'il y a une différence culturelle et qu'ici, une espèce de matraque liée à un pouvoir anxiogène, à la méfiance, Puis alors, on intellectualise beaucoup de choses, donc on réfléchit beaucoup, on n'est pas forcément dans l'action, donc les choses ont plutôt tendance à être dans la léthargie. Enfin, c'est vraiment flagrant. Et donc, dès qu'on part de France, c'est vrai qu'on sent les gens peut-être pas plus heureux, mais peut-être plus épanouis à un certain niveau. Ouais, c'est ça. Mais je suis assez d'accord avec vous. C'est vrai que la société, la morosité ambiante que l'on a aujourd'hui en France et depuis de nombreuses années, hein, c'est pas d'hier, c'est pas depuis François Hollande, hein, comme on veut bien nous le faire dire et nous le faire croire. Mais voilà, ça nous empêche aussi, ça nous met une chape de plomb sur la tête, c'est-à-dire que on passe à côté de peut-être des choses de la vie, des choses simples, et puis on se met dans un état de stress. On voit bien qu'il y a des milliers de personnes qui quittent les grandes villes chaque année pour aller en région, et on a la sensation justement qu'on retrouve un peu plus. Vous savez, on était au château de Fougeray le week-end dernier pour faire une émission là-bas avec une centaine d'auditeurs, et on était dans la verdure l'après-midi. Et je voyais tous ces gens qui étaient dans l'herbe en train de discuter. Il y avait le soleil qui nous caressait le visage, c'était assez sympa. Et je me disais, mais finalement, pourquoi on va chercher plus loin? Vous voyez ce que je veux dire? Après le soir, on était avec mes petits camarades de jeu. La veille au soir, on était dans un gîte. Il y avait la rivière qui passait au fond. On a mangé des fruits qui étaient dans le jardin, etc. Et on se dit, mais on se complique la vie. On va chercher des choses. On se met des objectifs qui paraissent complètement dingues. C'est-à-dire que je me demande, mais jusqu'où on va aller, quoi. Et on est dans cette course. On a fait juste avant, une émission sur le transhumanisme avec Jacques Testard, qui est quand même le papa du bébé éprouvette. Et c'est juste dramatique, le transhumanisme. C'est-à-dire qu'on pousse, on s'est mis dans une... Vous savez, il y a toujours cette image du rat, vous savez, qui est dans la petite roue, qui tourne, il peut plus s'arrêter. Voilà, on est là, on est dans ce bolide-là qui s'arrête pas. C'est quand même effrayant. Vous avez vu, j'imagine, alors vous allez le voir, j'imagine aussi dans l'océan Indien, qu'on n'est pas sur ces critères ailleurs. On n'est pas sur ces mêmes mentalités, sur ces mêmes préceptes. Non, c'est clair. Mais je crois que c'est très européen. On peut vraiment le généraliser à l'Europe quasiment. Et effectivement, dès que vous partez de l'Europe, souvent, oui, quand je suis sur place, mais encore plus quand je reviens, je me dis, mais c'est eux qui ont raison. Ouais. En océan Indien, j'ai déjà mis les pieds. Et alors, ça fait un peu discours cliché, mais c'est vrai, c'est des pays où ils n'ont pas forcément beaucoup d'argent, où il y a quand même certaines difficultés sur place, en tout cas qu'on n'a pas en Europe. Mais quand vous voyez l'épanouissement personnel qu'ils peuvent avoir, le sourire qu'ils ont tous les jours, mais en tout cas, moi, ça me fait réfléchir avec les années. Je me dis, mais finalement, est-ce que c'est pas eux qui ont raison? Parce qu'il y a pas de course matérielle. Ce qu'on fait en Europe et en France, en gros, on nous fait croire qu'on est heureux parce qu'on a plein de biens matériels, parce qu'on a un appart, parce qu'on a une voiture, parce que même on parle de possession. Quand vous parlez de votre femme, vous dites ma femme. Ouais, bien sûr. Pas votre femme. Enfin bref, c'est encore une histoire culturelle et on voit que quelque part, tous ces pays où on est peut-être plus proche de la nature et encore beaucoup plus proche des relations humaines, on est peut-être plus dans la vie. C'est l'impression que ça me donne. Ils n'ont pas les mêmes, les mêmes centres d'intérêt que nous, les mêmes envies ou les mêmes préoccupations. Nous, c'est vrai qu'il faut absolument avoir la maison, la voiture. Si vous n'êtes pas propriétaire, c'est dangereux. Et ceci. Et alors, il faut vos économies, mon assurance vie, machin. Enfin, on est toujours dans mon, ma. Il faut posséder. C'est la possession. Alors qu'il y a plein de cultures où déjà vivre est un bonheur. Oui, c'est exactement ça. Ouais. Et je suis sûr qu'on a quand même de quoi prendre des exemples. Hein. C'est sûr. Et ce que je constate avec le temps aussi, avec Néhorizon, mais je l'avais déjà vu auparavant, c'est que finalement les Français
Voyagent très peu. En tout cas, s'ils voyagent, ils restent en France. Ouais. S'ils restent en France, ils vont soit reposer la serviette au même endroit, soit aller chez des amis. Mais il y en a quand même peu qui sortent de la France pour aller voir un peu ce qui se passe à l'extérieur. Et puis alors, je vais vous dire une chose, il y a plein de gens qui voyagent, mais qui restent dans les clubs. Moi, je leur dis, mais c'est n'importe quoi. Sortez, allez voir les populations, vivez, parce que vous êtes au Club Med à Tombouctou. Si vous sortez pas du Club Med, ça sert à rien. Vous êtes en France, hein, donc voilà. Et ça, c'est le début de la curiosité. Et pour moi, la curiosité, c'est loin d'être un vilain défaut. C'est au contraire, il faut la cultiver, la curiosité. C'est en partant justement de notre zone de confort que la vie, elle commence. Oui. Donc en gros, c'est en partant de notre frontière, et même en Suisse, quand même à côté, et ben il se passe déjà quelque chose. Le voyage en lui-même, je crois que vous devez le voir aussi, puisque vous êtes un voyageur invétéré, visiblement. Quand vous voyagez, déjà, vous êtes dans un autre état. Et complètement. Complètement dans un autre état psychologique, physiologique, vous êtes différent, vous êtes un autre homme. Et rien que déjà ça, c'est déjà une vraie transformation. Donc si on cultive le désir de bouger, de voyager, alors vous pouvez prendre votre vélo aussi, hein, vous pouvez partir à vélo, on peut faire plein de choses, mais en tout cas sortir de cette zone de confort, ce qu'on fait peu, j'ai l'impression en France, et c'est peut-être ce que beaucoup font dans d'autres pays parce qu'ils ont peut-être pas le choix justement et qu'ils sont obligés de sortir de leur zone de confort au quotidien. Bien sûr. Non, puis le voyage, c'est aussi une lutte contre le racisme, hein, parce qu'aller voir des différences. Exactement. Vous apercevez que finalement, les gens c'est vous qui êtes l'étranger dans les pays, et que vous faites des concessions, vous voyez un peu comment ça se passe, vous apprenez la culture, et c'est la méconnaissance, le racisme, de toute façon. C'est quand on connaît pas l'autre, on en a peur. Et puis on s'aperçoit que les autochtones, les gens sur place sont vachement plus accueillants qu'on ne le pense. C'est-à-dire que si on va vers les autres, parce que c'est vrai, hein, les gens vous parlent. Ouais. Moi je connaissais pas l'Andalousie, ça faisait des années que ma femme voulait qu'on aille en Andalousie. Mais c'est un peuple quand même. L'Espagne, ils sont pas au meilleur de leur forme aujourd'hui économiquement. Il y a eu plein de choses. Vous voyez, elle est à vendre, elle est morcelée. Mais j'étais bluffé par le sourire affiché, par l'ambiance qu'il y avait dans les rues et par la facilité de discussion. Vous y alliez dans un bar à tapas, tout le monde se parle. Je trouvais ça, je me dis, mais je disais à ma femme, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on est con. Mais tous les jours, je me levais, je me dis, mais qu'est-ce qu'on est con, mais pourquoi on est là? Alors ma femme ne comprend pas qu'on n'envoie pas tout péter et qu'on se barre pas, mais je me dis, mais qu'est-ce qu'on est con. C'est vrai que on est pris dans un truc, et puis en plus on s'est mis des chaînes aux pieds. Hein. Un ami me disait la semaine dernière, je gagne très bien ma vie, mais je la gagne tellement bien que j'emprunte pour me faire une piscine, un machin, un truc, donc je suis obligé, je suis pris au piège, je peux plus m'arrêter, je suis toujours dans cette course effrénée. On s'est créé des demandes incroyables quand même. Hein. Oui, je crois que c'est quand même plutôt fait exprès. Hein. On se crée ce besoin. Après, la société de consommation nous crée aussi le besoin de consommer. Comme je vous le disais, je crois que c'est quand même très bien réfléchi et très bien orchestré. Hein. Tout est fait pour qu'on aille dans ce sens-là. C'est un peu, quelque part, contrôler les masses. Quoi. Après, on peut se poser la question, est-ce que si nous, on avait les possibilités de tirer ces manettes, est-ce que nous aussi, on ne ferait pas la même chose à cette échelle planétaire? Je crois qu'il y a un vrai besoin, visiblement, de l'homme de contrôler les masses. Ça a commencé par les religions. Après, ils l'ont décliné avec la télé, avec la politique, avec la pharmacopée, l'alimentation. Enfin, quand même un paquet de choses, quoi. C'est ce que je vous disais en début d'interview. C'est quand même très dur de sortir de ce déconditionnement. Et déjà, ne serait-ce que de l'accepter, de gober la pilule et de se dire, ok, je suis dans ce système, ok, pas de problème. Je vais pas lutter contre ce système, mais je vais essayer de m'adapter. Et je pense que c'est quand on est dans cette notion d'adaptation, et donc de pas être à contre-courant, on commence à faire appel à notre créativité, et donc du coup on devient aussi curieux, et on essaie de trouver peut-être d'autres solutions, d'autres moyens, parce qu'on n'accepte pas la société telle qu'on nous l'impose. Et depuis 11 ans maintenant qu'on développe notre activité, je peux vous le dire, il y a un vrai mouvement de fond, et ça on peut pas l'arrêter, et c'est génial. Il y a plein de solutions qui commencent à se créer en parallèle, mais qui commencent à émerger à l'image de notre société, et on est des millions et des millions de personnes à avancer dans un sens très positif, en tout cas avec du bon sens. Et ce que je dis très souvent, c'est qu'à force comme ça d'apporter une pierre, on va commencer à construire quand même un gros caillou. Et ça, on ne pourra pas l'arrêter. Hein. Ça, c'est une certitude. De toute façon, c'est nous. Tout changera. Le changement de paradigme passera par le peuple. Hein. C'est nous qui Exactement. On va pas attendre que quelqu'un le dise pour nous, parce que sinon ils sont incapables de le faire là-haut. Donc voilà, ils se bouffent la gueule, et on est très
très... et on est capable de vous faire 10 jours sur le bouquin de Valérie Trierweiler qui raconte ses frasques sexuelles avec son mari et ses frasques de vie avec François Hollande. On n'en a rien à battre. Le problème, c'est que... Et on le voit, nous, avec nos abonnés, on voit bien que ce sont des gens qui ont envie d'autre chose. Quand je dis on vous apporte ici notre regard sur la vie, la mort, la société, l'univers, c'est exactement ça. Et il y a plein de gens qui ont envie de ça. Et alors c'est marrant parce que moi je vais vous dire une chose, tous les gens que je rencontre et qui viennent avec nous de temps en temps nous accompagner lors de ces de déplacements d'antenne ou d'opérations que nous montons, sont scotchés par la population parce qu'on s'attend toujours à avoir des beatniks, des gens avec des robes à fleurs, des machins. Mais c'est vrai, on a cette image de je veux changer le monde, etc. Et en fait, on s'aperçoit que ce sont des gens comme tout le monde, quoi. C'est-à-dire que ni plus ni moins, sauf que des gens qui ont pris conscience qu'il fallait arrêter avec cette course, quoi. On est cuit. Moi, je suis effrayé hein, quand même. Hein. Oui, non, moi, je trouve qu'au contraire, faut pas s'effrayer. C'est plutôt positif qu'il y ait autant de personnes qui se mobilisent. Et comme vous le dites, c'est quand même plutôt des personnes qui ont les pieds sur terre. Voilà, on n'est pas dans le monde des babacools et des gars qui fument des joints. On est quand même avec des personnes qui ont des idées hyper intéressantes. Ouais. Et nous, on le voit aussi dans notre activité. Là, depuis 5 ans, on organise des rencontres entre professionnels du bien-être et thérapeutes. Ouais. Là, je crois que depuis 5 ans, on a dû regrouper plus de 12 000 thérapeutes, donc ça commence à faire pas mal. Ouais. Et on voit, ne serait-ce que ce besoin de l'individu, justement, de se retrouver, de sortir globalement un peu de sa grotte, parce qu'on est quasiment tous dans nos grottes, et de se retrouver, alors sous des valeurs communes, ça c'est une certitude, mais au-delà d'être vraiment dans l'échange humain. Dans le partage. Et dans le partage. Ouais. Et c'est exponentiel. Hein. Plus les années passent et plus il y a du monde qui participe à ces rencontres. Et donc ça montre bien aussi qu'il y a une demande, qu'il y a une vraie demande humaine de changer de paradigme. La plus belle, le plus beau compliment qu'on m'ait fait samedi soir à la fin de l'émission qu'on a réalisé donc à ce château de Fougeray, on y avait passé la journée, 14h, on recevait tout le monde, les gens étaient dans l'herbe, discutaient toute l'après-midi, après il y a eu un barbecue, on a tous... Et en fait ça a été même pas d'aller voir des fantômes, puisqu'on disait que c'était le château le plus hanté de France, c'était merci pour ce moment de partage. C'est ça qui était incroyable, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les gens ont besoin, et on m'a dit mais pourquoi tu crées pas des repas où on parlerait, etc. Voilà, parce qu'en plus il faut toujours aussi avoir un leader ou quelqu'un qui, comme vous, comme moi, qui prend un peu les rênes, parce qu'on est tous un peu dans notre coin, et s'il n'y a pas quelqu'un qui prend l'initiative, on le fait pas, et c'est un peu dommage quand même, parce qu'il y a plein de gens qui ont envie que les choses changent. Alors les politiques l'ont fait pour nous rouler dans la farine, c'est dommage qu'il n'y ait pas de l'autre côté des gens, alors on le fait à votre échelle, à mon échelle, pour emmener les gens vers un autre chemin. On a besoin de ça parce que les gens ne se bougent pas beaucoup. Hein. Je vous dis, alors peut-être que je suis pas objectif, quoique si, à mon avis, je vais peut-être plutôt être objectif. Je vous dis, on est quand même des millions à apporter, à se mobiliser chacun de notre côté. Ouais. Vous disiez, c'est dommage que faut que ce soit à chaque fois des personnes qui soient à l'origine d'un mouvement, mais ça, je pense que ça sera toujours le cas. Hein. Il y a toujours eu une personne qui a été à l'origine de quelque chose. Ouais. Ça, c'est pas une part pour la société, au contraire. Tant mieux. Peut-être que cette interview va donner des idées à d'autres personnes. Ouais. Qui vont se dire, tiens, effectivement, moi j'ai cette capacité, je me sens à l'aise dans l'organisation, j'aime bien réunir du monde, je sais pas, autour d'une bouffe par exemple, ou autour d'un pique-nique par exemple. Ok, tiens, je vais essayer par exemple. Et ça, si cette interview par exemple m'a donné une idée à juste reste qu'à une personne, mais c'est parfait. Ouais. Oui, bien sûr. Parfait, c'est comme ça. Oui, vous avez raison, hein, c'est sûr. C'est comme ça que les choses bougent. Hein. Ouais. Nous, on le voit, et notre objectif à travers notre société, c'est aussi de donner l'exemple et de dire, voilà, moi, à 24 ans, j'ai lancé ma boîte, on fait ça, on fait tous ces événements, on est présent partout. Si nous, on le fait, ça veut dire que vous aussi, vous pouvez le faire. Bien sûr. On n'est pas des surhommes, on est des êtres humains comme tout le monde, on est sur la même planète. Et donc, du coup, ça reste possible sous la condition d'être dans l'action, c'est-à-dire de se déresponsabiliser. Et de prendre conscience qu'on a une responsabilité sur cette terre, d'apporter quelque chose. On est tous bons dans quelque chose. Alors vous, c'est la radio, nous, c'est la com, quelqu'un d'autre, ça va être, je sais pas, un journaliste, par exemple. On est tous vraiment doués dans quelque chose. Donc, autant le mettre à contribution pour un bien commun. Ouais. Et le faire, c'est justement se responsabiliser. Tout le contraire de ce que fait la société, en nous déresponsabilisant sur tout. Ah oui. Au travail, dans l'alimentation, dans les médicaments, dans plein de choses. Mais c'est un moyen de diriger, la déresponsabilisation. Ouais. Oui, c'est tout simplement. Bien sûr. Ouais. Et ça, on le voit. Donc, il y en a plein qui se mobilisent. Nous, déjà, ne serait-ce que dans les rencontres qu'on organise, ça a donné des idées à des personnes qui participent d'organiser aussi leur propre événement dans la ville.
Oui, c'est comme ça que ça marche. Gandhi il disait très bien, hein, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Donc il faut incarner le changement. Ouais. C'est la meilleure des choses que vous pouvez faire, c'est de montrer l'exemple. C'est ce qui me semble le plus crédible. Ouais. Alors, Julien Perron, on va marquer un break dans cette discussion. On se retrouve dans une poignée de secondes juste après ça. 21h minuit sur le net. Vous ne verrez plus le monde de la même façon. Bob vous dit toute la vérité. Peut-être n'avez-vous pas encore l'appli mobile sur votre smartphone, quelle que soit la marque, ça marche à tous les coups, sauf Windows Phone, hein, je crois. Je sais pas ce que c'est ce truc-là, mais en tout cas, voilà, on me dit ça marche pas sur Windows Phone, je sais pas ce que c'est. Dans tous les cas, voilà, elle est gratuite cette application, elle vous permet de nous écouter aux quatre coins de la planète quand bon vous semble si vous avez une bonne connexion. Et oui, il y a le progrès aussi, on fait avec. Dans tous les cas, vous voulez réagir suite à ce qui se dit ce soir ou tout ce qui a été dit ce soir, vous avez pour cela les réseaux sociaux, le Facebook Bob vous dit toute la vérité ou le Twitter Modiès Bob Vérité. Je voulais vous signaler ou vous rappeler que ce week-end, cette saison 3 sera l'occasion donc d'aller à votre rencontre. Eh bien, samedi et dimanche prochain, Mathieu et Claire Thomas seront à la Masquère. Ouais, à la Masquère, au Salon de la Voyance, les 22 Arcanes, ça s'appelle comme ça, c'est la 10e édition du salon. Avec Claire Thomas, on y sera pour enregistrer des émissions en live, donc on pourra parler de vos vies antérieures, on sera là aussi pour discuter, pour vous offrir des abonnements si vous avez des amis qui ne sont pas encore abonnés à la radio. Voilà, on va vous proposer un tarif préférentiel pendant ce salon. Alors les vies antérieures, c'est hyper intéressant, ça vous intéresse. On aborde ça tous les lundis avec Claire Thomas. Si vous n'avez jamais encore entendu l'émission, écoutez à quoi ça ressemble. 20h, 21h, toute votre vérité avec Mathieu. Salut, c'est Claire Thomas. Vous ne pouvez pas envisager votre futur sereinement sans connaître votre passé, c'est-à-dire vos vies antérieures. Je voulais féliciter Claire parce que franchement, j'ai pas de sang chinois, j'ai pas de racines chinoises en généalogie. Mais par contre, effectivement, je suis née avec une tache mongoloïde et ma mère disait tout le temps, c'est quoi ? Enfin, elle était allée consulter un pédiatre qui lui avait dit, c'est des racines chinoises. Ben ouais, mais d'une vie antérieure. Voilà, c'est ça. C'est énorme. C'est d'une vie antérieure. C'est énorme, quoi. Vous avez et je vois pourquoi, à l'adolescence, j'ai tout voué. J'étais super attirée par l'art chinois, en fait. Maintenant, beaucoup moins, mais voilà. Vous avez sur le corps une trace de votre vie antérieure, en fait. C'est énorme. Tous les lundis soirs, je vous retrouve ici même aux côtés de Mathieu dans Toute votre vérité. En attendant, retrouvez-moi en cliquant sur l'onglet Toute votre vérité et en sélectionnant ma photo. À bientôt. Mathieu et ses invités, tous les soirs de 20h à 21h. Voilà, rendez-vous est pris, samedi et dimanche, vous pourrez voir en chair et en os Mathieu et Claire Thomas. Ce sera donc l'occasion de faire des émissions avec eux, d'en connaître davantage sur la radio. Ils vous la présenteront. Ce sera l'occasion également de vous balader dans les allées de ce salon qui s'annonce déjà très, très, très beau. Tous les soirs sur le net, pas de foot, pas de cul, mais toute la vérité sur ce que l'on nous cache depuis bien longtemps. Bob vous dit toute la vérité, de 21h à minuit. C'est quoi le bonheur pour vous ? C'est une question qui a été posée dans un film documentaire de 52 minutes qui sortira en 2016 et que l'on doit en partie à Julien Perron. Julien, est-ce que au fil de vos interviews, vous êtes aperçu que les nouvelles générations avaient une autre vision du bonheur que les plus anciennes ? Oui, je crois que c'est un cas classique, mais le côté très positif, c'est que les générations qui sont donc derrière moi j'ai 35 ans, ont déjà cette prise de conscience, en tout cas même plusieurs prises de conscience quelque part, que nous on n'avait pas à notre génération. Et quand je vois ça, c'est magique. Pour moi. Il n'y a pas si longtemps, j'ai discuté avec une petite fille qui devait avoir 10-12 ans, c'est quand même très jeune, qui était dans une école Montessori, et je discutais avec elle comme je discute avec vous. Ouais. Ah oui. C'est vrai, c'était même limite perturbant. Je disais, mince, elle a quand même 12 ans, elle avait déjà une approche de la vie, ou en tout cas une vision de la vie et dans sa globalité. On parlait d'univers, on parlait de macrocosme, de microcosme, c'était quand même assez impressionnant. Alors peut-être que c'était un cas à part, je sais pas. Mais ceci dit, je vois que globalement, cette génération-là qui a 20-25 ans est beaucoup plus attentive et réceptive au développement personnel, aux médecines alternatives, aux médecines douces, à la planète, à notre façon d'évoluer dans l'univers, peut-être pourquoi pas une vie extraterrestre, à pas mal de choses. Ouais. Et j'ai pas l'impression que
que ma génération, enfin même pas une impression, c'est sûr, était vraiment là-dedans. Je me rappelle plus jeune, donc je sais pas, vers 18 ans, discuter avec des amis très proches de ce que je vivais à titre perso, parce que moi je suis tombé dans la marmite du développement personnel quand j'étais petit, donc j'ai eu une réceptivité à pas mal de choses très tôt. Et bon, bah, c'est vrai que dès que je parlais de ça, bon, on avait plutôt tendance à se foutre de ma gueule. Donc du coup, avec le temps, bon, moi, j'en parlais plus trop, quoi. Et c'est vrai que là, les jeunes en parlent de manière assez simple. C'est pas extraordinaire, en fait, pour eux, ça. Ils disent, ouais, pourquoi pas. Ouais. C'est bien. C'est plutôt positif. Est-ce que vous avez... ce docu, pour vous, c'est quoi? C'est un message d'espoir? Ouais, quelque part, c'est... Disons, comme je vous disais, quand je me suis posé cette question très tôt et que j'ai vu peut-être pas les changements, mais en tout cas ce que ça a pu m'apporter jusqu'à présent, et que je vois, en tout cas je constate à mon niveau, dans quel état peut se trouver la population, en tout cas en France, je me dis que si on peut toucher des millions de personnes à se poser cette question, je crois qu'on aura vraiment gagné quelque chose d'énorme. Oui, c'est comme Yannatus Bertrand ou Nicolas Hulot qui ont été quand même pointés du doigt parce qu'ils utilisaient des appareils dans tous les sens qui dépensaient du CO2. On leur disait, bah, vous êtes bien mignons de sensibiliser à l'environnement, notamment vous utilisez des hélicoptères. Finalement, quand on regarde bien, ils ont touché quand même des millions et des millions de personnes. Et ils sont responsables d'une prise de conscience et d'une évolution de la population en termes d'environnement. Et donc, si on peut, à notre niveau, à notre humble niveau, avec ce documentaire, sensibiliser la population à leur propre bonheur, ça sera juste énorme pour nous. Hein. C'est ça, l'espoir que vous avez, c'est la sensibilisation, c'est parce que dans ce documentaire, on va voir quoi? On va voir des interviews, que des interviews, où il y a des vues, il y a quoi? Oui, il y aura un petit peu de tout. Il y aura des interviews, oui, des vues, la population qu'on a interrogée depuis le mois de décembre dernier. Là, pour vous donner une idée, on a un écrivain, donc je ne citerai pas le nom, qui vient fin septembre dans nos locaux justement pour cette interview. Des philosophes, des scientifiques, des anthropologues ont une vision quand même très intéressante de ce que pourrait être le bonheur dans notre société. Et cette question, quand vous la regardez de près, elle déborde sur plein d'autres choses. Sur notre façon d'aborder la société, sur notre façon aussi, pourquoi pas, d'aborder la religion. Ouais. Enfin, c'est une question qui peut paraître comme ça désuète, mais si vous l'analysez de près, vous vous rendez compte que ça ouvre un champ sur quelque chose d'énorme. Ouais. Et c'est pour ça qu'on veut se rapprocher de ces personnes, parce qu'ils ont passé leur vie, 30-40 ans, à étudier, par exemple, je sais pas, l'univers, et ils ont forcément une vision de ce qu'est le bonheur qui peut être que ultra intéressante. Donc voilà. Est-ce que la religion, vous avez abordé la religion, est-ce que vous pensez que la religion est fautive peut-être de ce manque de perception du bonheur que l'on perçoit parfois ici ou là, parce que c'est vrai que le bien, le mal, etc., on nous a mis un peu comme l'école, voilà. Est-ce que vous pensez qu'il faut faire tomber toutes ces barrières et aller vers plus de spiritualité, mais au sens large, pour pouvoir retrouver justement cette quête même plus la quête, le bonheur directement? Il faudrait d'abord mettre une définition à ce qu'est la spiritualité ou le mot spirituel. Déjà pas de religion, vous voyez ce que je veux dire? Je pense que... Ouais, pas de religion. Ouais. Les religions, on peut considérer qu'il y a une forme quand même plutôt positive dans la religion, à condition qu'elle soit pas extrême. Ouais. C'est toujours des histoires d'extrêmes, que ce soit du côté négatif comme du côté positif. Après, si on analyse de plus près, on voit que la religion a eu quand même un intérêt dès le départ, c'était justement de contrôler une masse, en tout cas de fédérer un maximum d'individus sous une idéologie et une façon de voir la vie. Donc on avait bien compris déjà les mécanismes humains. Ça, ok. Si ça apporte du positif pour quelqu'un, ok. S'il est dans une forme d'extrémisme, bon, ça me plaît déjà un peu moins. Je crois que faut peut-être plus voir l'épanouissement de l'être, de l'individu, plus que la religion en elle-même. Après, il y a tellement de religions que dans le lot, on peut considérer qu'il y a des religions qui sont d'emblée extrêmes. Donc oui, ça, forcément, je suis pas fan. Moi-même, je suis pas religieux, je prêche pour aucune paroisse. Peut-être plus pour le bouddhisme, mais bon, le bouddhisme, pour moi, c'est plus une philosophie qu'une religion. Mais
tout dépend c'est un peu comme la télé, tout dépend de ce qu'on en fait. Moi, j'ai plus de télé, j'ai fait le choix de plus avoir de télé depuis des années. Mais bon, c'est pareil. Si vous allumez votre télé juste pour regarder des docus ou des choses dites intelligentes, il faudrait mettre une définition derrière. Ouais, pourquoi pas. Donc, je crois que c'est plus encore une forme de responsabilisation de chacun. Jésus, ça me parle, mais qu'est-ce que j'en fais, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, l'idée de départ de ce documentaire, pourquoi avoir voulu poser cette question? C'est quoi le bonheur pour vous? Je reviens à ce que je vous disais, parce que j'ai vraiment eu, je pense, cette chance déjà de tomber dans cette marmite quand j'étais petit, parce que mes parents étaient déjà sensibilisés à pas mal de choses, et donc de m'être posé cette question, ça m'a déjà permis, de créer ma société. Et avant de créer cette société, évidemment, j'étais salarié. Donc, j'étais pas plus épanoui que ça dans cette société. Ça allait très bien, mais j'avais vite fait le tour, et je constatais que si je suivais les codes en France, en gros, il fallait que je travaille jusqu'à 65 ans pour espérer toucher ma retraite. Et je me disais, waouh, Julien, ça fait quand même plus de 40 ans. Est-ce que tu te vois venir travailler comme ça, la queue entre les jambes, entre guillemets, tous les jours? Et donc du coup, déjà en me posant cette question, j'ai commencé à entamer le processus de comment je vois ma vie de tous les jours pour que je sois bien, en gros, pour que je sois heureux. Et pour moi, ça a commencé déjà par trouver une solution au travail, donc soit trouver un poste de salarié dans lequel je m'épanouis, quitte à gagner beaucoup moins que ce que j'ai gagné à l'époque, soit créer mon activité. Et comme j'ai toujours été quelqu'un de plutôt libre et plutôt vouloir être dans l'action, à essayer de créer des choses, c'est créatif, je me suis dit, je vais lancer ma boîte. Et c'est ce que je vous disais, c'est que se poser cette question, je pense sincèrement que c'est un vrai gain pour peut-être faire là, à l'heure d'aujourd'hui, une reconversion professionnelle, peut-être pour dire, tiens, non, finalement, je suis peut-être pas heureux dans mon couple, parce que ça, c'est encore un autre sujet. Si on regarde les couples, mon point de vue, c'est qu'il y a 90% des couples qui s'aiment pas. En tout cas, c'est pas de l'amour véritable. Ils sont conditionnés pour se mettre ensemble. Parce que la société leur dit, en gros, c'est bien d'être ensemble parce que c'est mieux d'aborder la vie à deux. C'est mieux aussi de séparer les factures à deux. C'est mieux d'être à deux. Mais en gros, les gens ne se mettent pas ensemble parce qu'ils s'aiment vraiment. Une personne un couple qui serait réellement dans l'amour, ça serait, à mon sens, deux individus qui auraient déjà fait suffisamment de travail personnel pour être bien avec soi-même, pour avoir réglé pas mal de choses, pourquoi pas de leur enfance ou je sais pas, les points négatifs, les points positifs, en gros se connaître. Si ces deux individus ont fait déjà ce travail, qui se croisent à un moment donné sur leur chemin, je pense qu'il y a moyen effectivement de créer un amour véritable. Les autres, ils se mettent parce qu'ils estiment qu'ils se complètent ou que la personne qu'ils ont en face d'eux va peut-être combler un manque qu'eux n'ont pas. C'est d'ailleurs, à mon avis, quelque chose une espèce de phénomène qui est assez important. La plupart des gens ont peur d'être seuls. Voyager seul, alors là, ils n'y pensaient même pas. Qu'est-ce que je vais faire tout seul? Parce que les gens n'osent pas aller vers les autres, donc ils disent tout seuls, je vais rester seul dans mon coin, etc. Voilà, c'est pour ça, parce qu'on n'a plus l'habitude d'aller vers les autres et de parler. Et puis, regardez, moi je dis toujours, c'est hallucinant les réseaux sociaux de cul, par exemple. Vous abordez une femme dans la rue, il y a vendredi, on partait au château de Fougeray et on était en bas de la radio et on était 4-5 à charger le matériel et il y a une jolie fille qui arrive et en 2 secondes je l'aborde, je dis mademoiselle, je vous trouve magnifique, est-ce que vous voulez pas m'épouser? Voilà, je suis marié, c'était juste pour la faire sourire. Eh bien, elle m'a rendu ce sourire, elle a souri. Et je pense qu'elle était même étonnée que quelqu'un l'aborde dans la rue, vous voyez ce que je veux dire? Plus personne se parle. Aujourd'hui, on s'aperçoit que vous allez aborder une femme dans la rue, elle risque de vous envoyer paître, alors que le soir, elle va se cacher derrière son ordinateur pour essayer de trouver une relation. Vous voyez ce que je veux dire? Et faire rentrer dans son appartement, dans sa chambre, un mec qu'elle ne connaît que ni d'Ève ni d'Adam, juste par Facebook ou par son réseau social. Vous voyez ce que je veux dire? Son site de rencontre. Ça devient dingue quand même. C'est pour ça que les gens veulent pas partir seuls en voyage. Alors que c'est dommage, parce que si on se parlait un peu plus, ce serait l'occasion de toute façon. Si on part seul, on ne peut que rencontrer des gens normalement. Ah oui, c'est un peu comme tout. On dit que par l'expérience.
Et donc du coup, il faut franchir ce pas. Alors franchir ce pas, c'est toujours ce qui est le plus compliqué. C'est le premier pas qui est le plus important. Bien sûr. Mais une fois que vous l'avez vécu au moins une fois, vous voyez vraiment tous les bénéfices de ce que peut être le voyage seul. Parce que comme vous le dites, on n'est jamais seul. Ouais. Après, il faut voyager de manière peut-être aussi un peu intelligente. Vous n'allez pas aller dans un hôtel, parce que les hôtels sont quand même plutôt aseptisés. Donc peut-être que vous allez privilégier une auberge de jeunesse ou une chambre d'hôte. Parce que là, vous allez être tout de suite en contact aussi avec d'autres personnes. Bah oui. Et comme ces personnes-là sont comme vous, parce qu'ils voyagent seuls aussi, pour peu que vous soyez pas trop sociable, même si vous l'êtes, vous êtes quasiment sûr de rencontrer au moins une personne, en tout cas, qui a un dialogue qui commence à s'installer pour, je sais pas, tiens, est-ce que tu as été voir la cascade qui se trouve dans la forêt amazonienne, quoi, par exemple. Mais c'est encore une histoire de pas et de conditionnement. La société nous dit encore plus pour les femmes, surtout ne voyagez pas seules. Vous avez vu tous les psychopathes qu'il y a dans la rue, tous les psychopathes qui sont cachés derrière des arbres, surtout n'y allez pas, quoi. Alors que moi, quand je voyage, je rencontre autant de femmes que d'hommes et de tout âge. J'ai un autre exemple, alors je me rappelle plus précisément des années, mais je crois que ça remonte à 4-5 ans, en Tunisie, ça a pété, c'était un peu la guerre, parce que c'était un mouvement social, parce que ras-le-bol de beaucoup de choses, et donc du coup ça a pété. Et ce qui véhiculait aux informations, c'est surtout n'allez pas en Tunisie, c'est la guerre, ça tire dans tous les sens, c'est surtout n'y allez pas. Et nous on est un peu habitués à tout ça, et on voulait montrer l'exemple justement en disant écoutez, nous on va y aller, donc on est parti une semaine après. On a pris une voiture et on a fait 1200 km en Tunisie. Ouais. Et on a été dormir chez l'habitant, on a été dans les fermes, etc. Juste pour montrer que ce que véhiculaient les médias, ça représentait 1% de ce qui se passait en Tunisie. Et donc on en revient à ce conditionnement. C'est-à-dire que si on part du principe qu'il y a au moins 80% de la population qui regarde la télé, elle est d'emblée conditionnée. Parce qu'elle va avoir des images de la Tunisie où c'est la guerre, ça brûle dans tous les sens, etc. Donc évidemment, c'est pas la première destination où tu vas avoir envie de partir. Alors moi j'imagine qu'il y a des causes, s'ils nous montrent ce genre d'image, c'est qu'il doit y avoir des raisons, j'imagine, économiques. Mais en tout cas, dans les faits, c'est comme ça. Une autre fois, j'étais à Shanghai et ça pétait en France, en tout cas à Paris. Dans les cités, ça arrive, ils brûlaient des voitures. Ouais. Et ça a été transformé par les médias, en tout cas quand on était en Chine, on a l'impression que c'était la guerre. C'est ça. Surtout pas aller à Paris, quoi. Donc on en revient toujours à la même chose, à un conditionnement. Donc si on suit tous le mouvement, évidemment, à faire prendre ne serait-ce que le journal dans le métro, quand vous regardez quasiment peut-être au moins 50% des titres que vous prenez dans le journal dans le métro, c'est que des titres négatifs. Ah bah oui, bien sûr. D'emblée. Ouais. Tu commences ta journée, hop, tu prends un magazine, c'est d'emblée de trucs négatifs, un mort ici, des trucs vraiment négatifs. Et c'est valable pour plein de choses. Donc accepter ça. Ok, mais si tu l'acceptes, tu sais que de toute façon, tu restes un mouton. Alors, à nous de prendre la décision, est-ce qu'on accepte d'être quelque part peut-être mal dans sa peau, ou est-ce qu'on accepte de se prendre en main et de dire, ok, moi j'en ai marre de voir des informations négatives, moi je pense que la vie elle est à l'extérieur, moi je pense que les gens ils sont bons, donc je vais essayer de me démontrer, de me prouver que la planète sur laquelle je vis, c'est une planète positive. Et ça c'est une vraie réalité. J'ai plein d'exemples comme ça. J'étais au Canada, j'étais dormir chez une jeune fille. Elle a décidé, de voyager ce qu'elle appelle au pouce. C'est en gros... en faisant du stop En faisant du stop, voilà. Elle a fait 12 000 kilomètres. Et pour se prouver que la population était une population très sympathique, et elle faisait des courses, ça a été que des rencontres extraordinaires avec des synchronicités incroyables, un voyage de dingue, quoi. Donc, et c'était une jeune fille très mignonne de 28 ans et qui l'a fait toute seule. Donc, et il y en a plein des exemples comme ça. Sauf que ça, on nous en parle pas. On ne dit pas tiens, ça c'est possible. Ça fait pas vendre de papier. Ça fait pas vendre de papier. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait pas d'audience. Oui. Le problème il est là. C'est ça. Il faut du sensationnel. Il nous reste quelques minutes à peine, Julien Perron. Est-ce que on a parlé de progrès avec le transhumanisme tout à l'heure avec Jacques Testard juste avant vous. Est-ce que vous pensez que le progrès a fabriqué un nouveau bonheur? Sous une forme, oui. Après, ça dépend de quel progrès on parle. Bon, les progrès technologiques, par exemple, on voit bien que on devient dépendant de et que les mômes, s'ils n'ont pas tel ou tel objet, ils ne sont pas heureux. C'était déjà le cas quand on était petit. J'imagine pour vous aussi, quand on était à l'école, moi c'était les billes. Si j'avais pas le gros calot ou si j'avais pas
C'est vrai. C'est à peu près pareil. Hein. Ouais. C'est même pareil aussi pour les fringues. Hein. Si on n'avait pas le jean à la mode Levi's, bon bah voilà, ça allait pas. À mon avis, ça sera le cas. Ça sera toujours le cas. Après, c'est plus une question d'éducation au niveau des parents et peut-être aussi du coup au niveau de l'école. Qu'autre chose, et comment on va éduquer nos enfants en leur disant tiens, c'est peut-être pas grave hein, si t'as pas le dernier jean à la mode ou si t'as pas la dernière Game Boy à la mode, parce que plus important c'est que tu développes ta créativité par exemple. C'est vraiment une question d'éducation à mon avis, hein. C'est un regard sur la vie. Sauf que n'oubliez pas que quand vous aviez vos billes, vos calots, vos agates, etc., c'était pour jouer avec vos copains. Oui, alors fait, ouais. C'est un peu le problème de tous les jeux que l'on a aujourd'hui. Souvent le môme s'enferme dans la chambre et n'en sort pas, et ça peut aller jusqu'à des dérives où on a vu le gamin la semaine dernière tuer sa sœur et blesser son frère après une partie de jeux vidéo. Vous voyez ce que je veux dire, encore une fois, on crée des choses qui au lieu d'ouvrir renferment, quoi. C'est un peu le problème, quoi. Ouais, mais le gosse, il se l'est pas acheté tout seul, la Game Boy. Non, mais après, il y a aussi plein de gens qui sont contents parce que ça les occupe, et surtout, ils n'ont pas à les éduquer. C'est-à-dire, ils n'ont pas à s'en occuper des enfants. C'est ça. On en revient à ce que je disais, c'est vraiment le rôle des parents et sûrement aussi le rôle de l'école qui doit vraiment intervenir là-dedans. Moi, j'ai pas encore d'enfants par choix. Mais c'est sûr qu'ils n'auront pas ça. C'est une certitude. Bon. Écoutez, Julien, on va être obligé de se quitter. Je voulais vous remercier d'avoir été avec moi ce soir. On a parlé du bonheur. Donc, je rappelle que votre documentaire sortira en 2016, hein, c'est sûr ? Tout à fait, oui. Bon, on sait la date exacte ou pas du tout Non, pas encore. Non, on a rendez-vous avec la société de production le 23. Là. D'accord. Bon, tenez-nous au courant. Ça nous fera bien plaisir de relayer l'information. Et puis, continuez à parler de bonheur. Ça nous fait toujours plaisir. À très vite. Au revoir. Merci, Bob. Au revoir. Vérifiez que votre porte est verrouillée. Branchez les systèmes de sécurité. 21h minuit. Tout peut arriver. Bob vous dit toute la vérité. Eh bien voilà, on termine avec une belle émission sur le bonheur à réécouter, bien sûr, sans modération. Demain, Gilles Ferragu pour son livre Histoire du terrorisme. On sera le 11 septembre. On a voulu élargir et non pas refaire une émission sur le 11 septembre, mais parler de terrorisme. Elisabeth de Caligny sera là pour la suite d'une émission que nous avions réalisée le 25 juillet sur Versailles et ses apparitions. On parlera du Trianon. Et puis le docteur Bernard Vial sera là pour le sexe et homéopathie. Sexe et homéopathie, un gros sujet demain. Voilà, sur ce, bonne nuit, comme je le dis tous les soirs, faites de beaux rêves ou de jolis cauchemars. Bob vous dit toute la vérité tous les soirs de 21h à minuit. 21h minuit. Après, plus rien ne sera jamais pareil.